ce que les femmes médiévales étaient forcées de faire pour survivre. Hey les amis, ce soir on s'immerge dans un monde où vous ne survivriez probablement pas plus d'une semaine, pas parce que vous êtes faible, mais parce que tout, du lever au coucher du soleil, exige une endurance presque surnaturelle. Imaginez, pas de café, pas de chauffage, pas de pause. Vous êtes une fille dans un petit village médiéval, et votre existence repose sur le travail, la discrétion et un peu de chance. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour liker la vidéo et vous abonner mais seulement si vous aimez vraiment ce que je fais ici. Et comme toujours, dites-moi en commentaire où vous êtes et quelle heure il est chez vous. Now, dim the lights, maybe turn on a fan for that soft background hum, and let's ease into tonight's journey together. Tu ouvres les yeux avant le soleil, pas parce que tu es matinal de nature, non. Ton corps est simplement conditionné par les cris des coqs, l'agitation des seaux qu'on remplit d'eau et les bruits de pas lourds de ta mère qui commencent déjà à râper le pain rassis de la veille. Tu as 8 ans, peu. Être 9 personnes n'a jamais vraiment noté ta naissance et tu es déjà essentiel à la survie de ta maison. Tu descends pieds nus sur le sol froid de terre battue. Ta première mission ? Rassembler assez de bois pour ne pas que le feu s'éteigne. Si tu échoues, pas de petit déjeuner. Et si le feu meurt complètement, il faut quémander des braises chez les voisins, une honte qu'on préfère éviter. Pendant que les hommes labourent les champs, ou prétendent le faire, toi, tu dois moudre le grain, traire les chèvres, tourner le fromage, et surtout, ne pas oublier de nourrir le cochon, celui-là, même qu'on égorgera pour l'hiver. Tu lui donnes des épluchures avec un air tendre, mais tu sais qu'il ne verra pas le printemps. Les filles médiévales n'allaient pas à l'école. C'était considéré comme inutile. Lire, écrire, ce n'est bon que pour les moines, et même eux ont souvent l'air de s'ennuyer ferme dans leurs manuscrits. Toi, on t'apprend à broder, à compter les œufs, et à faire semblant de ne pas entendre les hommes parler d'affaires. Ton corps grandit, et tu sens les regards changer. Tu n'as pas encore tes lunes, mais tu sais que dès que ça commence, tu ne seras plus une enfant. On commencera à discuter de ton mariage, même si tu préférerais jouer avec les agneaux ou courir dans les bois. Un fait historique, même les reines travaillaient. Aliénor d'Aquitaine, par exemple, accompagnait les croisades, dirigeait des terres et refusait d'être simple potiche. Mais toi, tu n'as pas de château, juste un pot en argile fissuré et un frère qui ne fait rien. Parfois, tu te demandes si c'est normal que ta peau gratte autant. Ta grand-mère dit que c'est l'air mauvais, ou peut être les puces, et elle te frotte avec un mélange de cendre et de graisse d'oie. Franchement, tu préférerais un bain, mais l'eau est précieuse, et il faut la chauffer. Tu vois les femmes plus âgées avec leurs mains déformées par le travail. Leurs doigts sont gonflés, leurs yeux fatigués, mais elles chantent, pendant qu'elles filent la laine, comme si c'était un petit acte de rébellion douce. Une preuve qu'on peut survivre, même si on ne choisit pas toujours comment. Tu as déjà vu une fille du village voisine tomber enceinte sans être mariée. Elle a disparu peu après. On dit qu'elle est allée servir dans un couvent très loin. Les enfants n'ont pas demandé plus. Toi, tu as noté ce détail. Et depuis, tu évites de rester seule avec les hommes adultes. Un débat parmi les historiens. Certaines sources affirment que les femmes avaient plus de pouvoir domestique qu'on ne le croit, gérant les finances du foyer, voire les affaires quand les hommes partaient. D'autres insistent que leur statut restait écrasé sous le poids des lois patriarcales. Qui a raison ? Peut être un peu des deux selon que tu sois née fille de forgeron ou de seigneur. Mais dans ton monde à toi, tu sais juste que tu n'as pas le droit d'échouer. Si tu tombes malade, il n'y a pas de médecin, juste une vieille femme qui parle aux plantes et chuchote à la lune. À la tombée de la nuit, tu te glisses sous une couverture de laine rêche. Tu sens encore la fumée du feu dans tes cheveux. Tu fermes les yeux en espérant que demain, il n'y aura pas de tempête, ni de loups dans les bois, ni de visite du collecteur d'impôts. Mais surtout, tu espères qu'un jour, peut-être, ta fille aura un peu plus de choix que toi. Tu n'as pas vraiment eu à choisir ton destin. Il t'a été tricoté comme un bas mal ajusté, dès ta naissance. À mesure que tu grandis, tu comprends que 3 options s'offrent à toi. Devenir l'épouse de quelqu'un, entrer au couvent, ou finir comme mendiante. Et sincèrement, seule la première permet de manger régulièrement, à condition que ton mari ne soit pas un ivrogne qui confond ton bras avec un morceau de bois à fendre. Le mariage, dans ton monde, ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une transaction. Ta dot,
Une paire de poules peut être un petit lopin de terre si ta famille est chanceuse. Le futur mari, parfois un veuf, parfois un cousin, souvent quelqu'un que tu n'as jamais regardé dans les yeux. On ne te demande pas ton avis. On te présente la nouvelle comme on présenterait un marché. C'est un bon parti, il a 2 vaches et une grange qui tient encore debout. Et donc tu acceptes. Tu n'as pas les moyens de refuser. Le jour du mariage est une fête étrange. Les gens riaient, dansent, boivent un peu trop. Toi, tu essaies de ne pas pleurer. Ta mère te serre dans ses bras, mais tu sens qu'elle est soulagée, une bouche en moins à nourrir. Elle te glisse une amulette dans la paume, une petite pierre enroulée dans du tissu. « Contre les mauvais rêves », dit-elle. Tu la garderas cachée sous ton corsage pendant des années. Une fois marié, tu passes d'un travail à l'autre, comme si changer de toi te faisait changer de peau. Mais en réalité, rien ne change. Tu te lèves toujours avant l'aube, tu prépares le pain, tu recouds les chemises déchirées, tu évites les coups de colère de ton mari ou de sa mère, si elle vit encore. Et puis, il y a la grossesse. Aucune sage-femme moderne, aucun suivi médical. Tu sens que ton ventre s'alourdit, que ton dos craque, et personne ne t'explique ce qui se passe vraiment. Les femmes du village te murmurent des conseils étranges. Ne regarde pas la lune trop longtemps. Ne bois pas d'eau après avoir vu un corbeau. Un fait historique. Dans de nombreuses régions d'Europe médiévale, les lois permettaient aux hommes de battre leurs femmes tant que cela ne dépassait pas la mesure raisonnable. On appelait cela corriger sa femme. Charmante, non? Mais parfois, tu as de la chance. Ton mari n'est pas cruel, juste distant. Il travaille dur, il dort tôt, il n'attend rien de toi sauf que la soupe soit chaude et les enfants silencieux. Ce genre de mariage, c'est le jackpot. Sauf qu'un jour, il tombe malade. Ou pire, il part à la guerre. Et te voilà veuve. Une femme sans mari est une énigme dans le village. On te regarde avec un mélange de pitié, de crainte et de suspicion. Tu es seule, tu es libre, tu es dangereuse. Certains disent que tu devrais te remarier. D'autres te conseillent d'aller au couvent. Mais il y a un autre choix. Travailler, coudre pour les nobles, nettoyer les latrines du château, faire des fromages que tu vendras au marché. Une anecdote marginale, certaines veuves médiévales devenaient entrepreneuses. Oui, vraiment, elles dirigeaient des tavernes, louaient des terres ou s'improvisaient herboristes. Pas toujours légales, mais souvent redoutées. On les appelait parfois femmes libres, ce qui était à peu près synonyme de sorcières pour les plus pieux. Toi, tu gardes la tête basse. Tu veux juste vivre. Tu veux juste que ton plus jeune survive l'hiver. Tu fais bouillir des orties pour en faire une soupe tiède. Tu rapièces les chaussures avec de la corde. Tu fais croire à tes enfants que ce goût amer, c'est une recette secrète venue d'ailleurs. Et quand la rumeur d'un bûcher dans la ville voisine arrive encore une femme accusée d'avoir ensorcelé une vache, tu caches tes livres de prières trop usés. Tu évites de parler des rêves que tu fais, même à ta sœur. Les historiens débattent toujours de l'autonomie réelle des femmes médiévales. Certaines chartes prouvent qu'elles signaient des contrats, géraient des ateliers. D'autres sources, plus patriarcales, les effacent presque totalement de la vie publique. Peut être que tout dépendait d'un facteur aussi instable qu'un hiver sans blé ou un voisin un peu trop pieux. Mais toi, tu avances. Tu fais semblant de ne pas avoir peur. Tu apprends à sourire juste assez, à baisser les yeux au bon moment, à parler sans dire trop. Et parfois, quand tu es seul près du feu, tu murmures à ton reflet dans la cuillère. Tu tiens toujours debout. Et ça, c'est peu être déjà une forme de victoire. Tu remarques les choses étranges bien plus tôt que les hommes. C'est peu être ton instinct, ou juste l'expérience de devoir lire entre les lignes. Quand l'air devient trop lourd, quand les corbeaux volent bas, ou quand les enfants commencent à faire des cauchemars en même temps, tu sais qu'il se passe quelque chose. Et tu n'es pas la seule. Dans ta région, les femmes ont développé tout un langage parallèle, entre remèdes et rumeurs. Tu vois Marjolaine, la vieille voisine édentée, cueillir de la verveine au crépuscule, pas parce qu'elle a une passion pour les tisanes, mais parce que ça chasse les esprits malades. On ne plaisante pas avec ça. Elle crache 3 fois sur la pierre plate avant de rentrer, juste au cas où. Ta grand-mère te transmet des gestes que tu ne comprends pas tout à fait. Un œuf posé sous le lit pour absorber la peur, du sel jeté derrière l'épaule droite, et cette fameuse lotion à base d'urine de vache et de thym censée éloigner les mauvais sorts. Tu grimaces en la préparant, mais quand ton fils arrête de faire pipi au lit la semaine suivante, tu te demandes
Un fait historique peu connu. Au Moyen Âge, certaines femmes étaient appelées « sages femmes noires », non pas pour leur tenue, mais parce qu'elles travaillaient la nuit, en secret, pratiquant à la fois accouchement et incantation. Elles étaient souvent tolérées, jusqu'à ce qu'un malheur frappe le village, et alors, bouc émissaire désigné. Toi, tu apprends à marcher sur une corde fine, utiliser les savoirs sans attirer les soupçons. Par exemple, si tu fais une tisane de millepertuis, tu dis que c'est pour l'humeur, mais tu ne précises pas que c'est aussi pour éviter les visions que ta voisine a eues en rêvant d'un loup à 2 têtes. Tu portes un petit sachet autour du cou, rempli d'herbes séchées, pas parce que tu crois au miracle, mais parce que ça sent meilleur que les latrines du village. Et si ça éloigne aussi les esprits, tant mieux. Les dimanches, tu vas à l'église, tu baisses la tête, tu murmures les prières, tu écoutes le curé dire que la souffrance est le lot des femmes vertueuses. Tu hoches la tête, mais le soir, tu places quand même une cuillère en bois béni sous le coussin de ta fille. Protection divine domestique, on ne sait jamais. Tu te rappelles encore de cette fois où un marchand est tombé malade après avoir bu à ta fontaine. On t'a regardé bizarrement pendant des semaines. Tu as dû offrir des galettes à tous les voisins pour ramener l'équilibre et sourire. Toujours sourire. Un débat parmi les historiens. Certains soutiennent que ces pratiques féminines n'étaient pas considérées comme superstitieuses à l'époque, mais comme des formes normales de soins. D'autres les relèguent au rang de proto-sorcellerie. Tout dépend du point de vue et de qui écrit les livres. Il y a aussi les reliques. Tu as vu des femmes frotter leur ventre avec un os censé avoir appartenu à Sainte Marguerite. Une autre a fait le pèlerinage jusqu'à Sainte-Marie de la Mer avec un caillou trouvé dans son pain, persuadée que c'était un signe. Des gestes étranges, absurdes parfois mais qui donnent de l'espoir, même quand la logique ne suffit plus. Et puis, il y a les rêves. Tu fais souvent le même. Tu es dans une forêt, pieds nus, poursuivi par des ombres. Mais chaque fois que tu trébuches, une autre femme apparaît et t'aide à te relever. Tu ne les reconnais pas toutes. Parfois, c'est ta sœur morte jeune. Parfois, c'est Margeline, mais plus jeune. Parfois, c'est toi-même, mais plus vieille, plus forte. Le rêve te laisse un goût amer, mais aussi une étrange paix. Et tu sais que, malgré l'absurdité de certaines choses, les poisons doux, les incantations murmurées, les statues cachées derrière les rideaux, il y a une force là, dedans, une forme de résistance, une manière de survivre, sans faire de bruit. Alors ce soir encore, tu prépares ta décoction, tu chantes doucement en la brassant, et tu jettes un regard au ciel, cherchant la lune. Si elle est pleine, tu fermeras les volets, parce que tu ne crois pas aux histoires, mais tu préfères ne pas tenter le diable. Il y a des bruits au loin, pas ceux du vent, ni des chiens. C'est plus grave, plus lourd. Des bottes sur la route, des sabots, des cris qu'on n'arrive pas à comprendre. Tu sors ta tête à peine du seuil, et tu sens la peur s'infiltrer comme une brume noire. C'est la guerre. Encore, dans ton village, on ne parle pas de stratégie ou de souveraineté. On parle de blé brûlé, de puits empoisonnés, de greniers vidés. Tu attrapes tes enfants et tu files dans les bois, là où vous avez déjà caché des réserves. 2 jours plus tard, tu retrouves ta maison ou ce qu'il en reste. Le toit s'est effondré, les poules ont disparu, le linge est éparpillé dans la boue. Tu t'agenouilles, tu ne pleures pas, tu regardes ton fils et tu dis seulement « on va recoudre tout ça ». Être femme dans un monde en ruine, c'est être le fil qui tient encore un lambeau de tissu. Tu ravaudes, tu récupères, tu adaptes. Un fait historique documenté. Pendant la guerre de Cent Ans, certaines femmes prenaient les armes ou défendaient des villes entières quand les hommes partaient ou mouraient. Jeanne Lesné, par exemple, repoussa les Bourguignons à Beauvais avec une simple hache. Et toi, avec tes mains fendues, tu ne tiens peu, être pas d'épée, mais tu défends un foyer. La maladie suit toujours la guerre. La fièvre, la toux. Tu as vu une de tes filles devenir froide du jour au lendemain, et il n'y avait rien à faire. Pas d'herbe miracle, pas de prière exaucée. Juste la terre et une pelle. Mais tu n'as pas le luxe de t'effondrer. Pas longtemps. Tu as d'autres bouches à nourrir. Tu te lèves, tu fais sécher les orties. Tu offres ton aide à une voisine dont le mari n'est pas revenu. Elle te donne un quignon de pain en échange. Une nouvelle forme d'alliance. Car voilà le secret le moins glorieux mais le plus réel. Ce n'est pas le roi qui tient le royaume. Ce sont les femmes qui ramassent les miettes et qui recuisent le tout en silence.
tu vois apparaître une étrange forme de pouvoir, pas officielle, pas déclarée, mais un savoir-faire, une autorité naturelle. Tu sais qui est malade, qui a accouché, qui ment, qui triche. Tu deviens le nœud invisible d'un tissu social fragile, mais tenace. Et puis un jour, tu rencontres d'autres femmes sur la route du marché. Certaines sont veuves, d'autres trop vieilles pour se remarier. Vous échangez des recettes, des nouvelles, des bouts de tissu, des plantes, des rires étouffés. Et, sans le dire, vous formez une alliance. Une anecdote étrange, dans certaines régions, les femmes inventaient des langages de foire, des dialectes secrets à base de signes ou de mots tordus, pour parler entre elles, sans être comprises des hommes ou des collecteurs. Une forme de clandestinité douce, mais redoutablement efficace. Ton dos est voûté, tes mains craquent, mais ton esprit est affûté comme un couteau de cuisine. Tu observes, tu prévois, tu sais que la paix est une illusion passagère. Alors tu prépares toujours un deuxième pain, au cas où une voisine affamée frapperait à la porte. Les historiens débattent encore. Certaines thèses affirment que ces femmes, dans l'ombre, ont été les vraies gardiennes de la culture, les passeuses de mémoire. D'autres les réduisent à des exécutantes. Mais quiconque a vu une femme remonter une maison à la force des poignets sans un mot, sait où est la vérité. Tu n'as pas eu de choix facile. Tu as été vendue, cachée, réveillée trop tôt, mise de côté. Mais tu as traversé les hivers, les famines, les deuils. Tu as aimé en silence, consolé sans rien attendre, rêvé sans trop y croire. Et ce soir, assise près du feu que tu as allumé toi-même, tu respires, tu regardes la flamme danser, et tu te dis que être, survivre, c'est déjà gagné. Le feu crépite doucement, et les ombres s'allongent sur les murs de ta mémoire. Tu sens la chaleur sur tes joues, et le poids des années, si longues, si pleines. Mais ce n'est pas un poids qui t'écrase, c'est une couverture un peu rugueuse, mais bien à toi. Chaque souffle devient plus lent, plus profond. Chaque image de ce monde ancien, un peu floue maintenant, s'efface comme une empreinte sur du sable mouillé. Tu entends encore les pas dans les feuilles, les rires discrets près du puits, les secrets chuchotés au creux de la nuit. Et tu les laisses partir, un à un, avec douceur. Ce que tu as traversé, enduré, construit, tout cela ne s'est pas perdu. Il reste en toi, dans ta peau, dans le sel de tes larmes, dans la tendresse de ton silence. Tu n'as pas eu besoin de gloire, seulement d'exister, de durer, de transmettre. Alors maintenant, tu peux reposer ton esprit. Laisse les sons de la nuit s'installer. Laisse les battements de ton cœur ralentir. Laisse ce monde rude glisser loin, très loin. Tu es en sécurité, ici. Tu es chez toi, dans cette chaleur, dans cette paix. Dors bien, survivante.